J'avais sous-estimé l'importance de vivre les choses à plusieurs. Je vais prendre des gros billets, ça va me permettre de payer une REM, mais ça construit pas ma boîte à vision 2, 3, 4, 5 ans. J'ai quand même payé pour que ce gars arrive devant moi aujourd'hui. C'est quand même dommage de le laisser de mettre une croix dessus. Déjà, quand on arrive au point où tu sais plus quoi faire et que ça tourne sans toi, c'est que déjà c'est des bons problèmes. D'une certaine manière, t'es un peu cordonnier mal chaussé dans le sens où tu recommandes de faire du 20-80. Hier, t'as relancé le fin fond de ton CRM. Quid de tout ça? C'est la réalité des choses. Si t'as pas un minimum, une communauté physique que tu as rencontrée qui est capable de te suivre dans ta brand digitale, ça sert strictement à rien. Bon, on a tous nos problématiques un petit peu en ce moment au niveau du business. Le mois de juin, de mon côté, a toujours été assez compliqué. Vous, comment vous vous situez à l'heure actuelle? Il me semble que l'année dernière, c'était aussi compliqué pour vous. Et c'est quoi, finalement, vos plus grosses problématiques? En ce moment, la grosse problématique, vu qu'on est sur un business model du récurrent, on signe des prestations de manière récurrente, on a un peu le souci du churn en ce moment. Donc, il y a plus de clients qui sont partis que de clients qu'on a signés. Et du coup, c'est vrai que ça a freiné un petit peu nos objectifs de croissance. À la base, on avait un objectif de croissance assez linéaire où chaque mois, on devait avoir un nombre de clients signés et un nombre de clients qui churn. Parce qu'on a anticipé quand même le churn. On s'est pas dit on va faire que signer des clients. On a anticipé, mais là, on en a eu plus qu'on des signés que de clients qui ont signé. Donc, nos objectifs et nos prévisions ont été plutôt optimistes vis-à-vis de ce mois de mai. Après, en fait, il y a toujours d'un côté, tu vas dire, mais qu'est-ce que je fais pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci, tu te remets en question et tu te dis, bon, il va falloir que je trouve une solution. D'un autre, il y a aussi un côté aussi naturel et c'est le principe un petit peu de cette courbe qui est jamais en fait tout en droite quand tu es entrepreneur. T'as jamais une courbe où tu pars de 0 et tu vas à 100 et ça croît comme ça. En fait, quand tu es entrepreneur, tu as des vagues. Ta courbe, elle fait comme ça. L'idée, c'est qu'au lieu que ta courbe fasse comme ça et soit toujours stable ou descende, il faut que ta courbe, elle fasse comme ça, mais qu'elle croît. Donc là, aujourd'hui, nous, on a eu une croissance qui a été assez impressionnante finalement pour une création de boîte. Là, en 8 mois, on est passé de 0 à 40K d'MRR, donc c'est génial. Et donc on a fait comme ça. Là, on est un peu plus sur la phase descendante. L'idée, c'est juste de pas perdre toute l'avance qu'on a prise et toute la croissance qu'on a eue et de repartir sur un cycle de coûts de croissance, mais c'est assez naturel. Quand j'étais freelance, le mois de mai avait été aussi compliqué. Mon MRR avait été divisé par 2 l'année dernière. Donc je m'inquiète pas, mais c'est vrai que du coup tu te mets un peu plus à pression. Puis aujourd'hui voilà, on a une structure et des gens qui comptent sur nous, on est une équipe et c'est vrai que ça te met 2 fois plus de pression que si tu étais tout seul. Et finalement, comment on aurait pu l'anticiper ça aujourd'hui? Parce que moi, du coup, j'ai un business qui est assez différent et j'ai mes problématiques, on en parlera juste après. Mais vous l'aviez anticipé qu'au mois de juin, ça allait arriver, cette problématique-là et c'est ce gros churn finalement ou pas spécialement? Et c'est quoi les chiffres concrets que vous étiez fixés? Typiquement, là, au mois de juin, vous deviez en être où à l'heure actuelle? Notre business model de base, c'était une croissance de 3 nouveaux clients par mois. Donc en gros, on rentre 5 nouveaux clients, on en perd 2. C'était le modèle qu'on s'était fixé. Dans la pratique, on en rentrait 7 en moyenne, mais on en perdait quand même beaucoup plus. La vraie question, à mon avis, c'est est-ce que notre MRR est un vrai MRR? Parce que, on signe des clients en engagement des fois 3 mois. Est-ce que ça, les compter dans le MRR, c'est vraiment pertinent? Parce qu'en fait, si on choisit les chiffres qui nous arrangent pour définir notre MRR, ça n'a pas vraiment de valeur. On a même eu à une époque, on des clients qui signaient 1 mois d'engagement, on les comptait dans le MRR, alors qu'en fait, c'est absolument pas prédictible. Donc, un premier levier qu'on a activé, c'est le fait de créer un vrai engagement, de se dire on va accompagner quelqu'un dans la durée, on va construire une roadmap sur 6 mois. On passe de signer 1 mois à 3 mois et maintenant à 6 mois. Et pourquoi pas 1 an? Sur certains clients, on les a signés 1 an. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Et le deuxième élément, c'est à qui on s'adresse. Aujourd'hui, la manière dont on vend, il y a 1 an, en août, on vendait à des plombiers, on vendait à des artisans. C'est des cibles qui sont très bien sur le principe. Maintenant, en termes de gestion, ils vont souvent être plus proches de leurs sous, ce qui est une bonne chose dans le fond. Mais le problème, c'est que d'un point de vue investissement, d'un point de vue visibilité, ils veulent du résultat en 2 semaines. Et dans le digital, c'est compliqué d'avoir des résultats en 2 semaines. Donc, changement de cible client, déjà, c'est une première raison. Deuxième raison, la partie engagement. Et pour répondre à ta question de base, la partie anticipation, on l'avait anticipé sur le mois d'août. Mais l'erreur qu'on a peut-être faite, c'est j'aurais dû prendre l'antériorité de l'activité d'Alexis pour me dire, tiens, mai-juin, c'est une période à churn. On n'en a pas discuté. Je suis parti sur l'hypothèse d'août. La réalité, c'est que même août, je l'ai pas prévu dans le churn.
Par contre, j'ai prévu une structure de marge qui nous permet, dans tous les cas, d'absorber un certain churn, un certain turnover. Donc, financièrement parlant, ça n'a pas un impact trop négatif sur la structure. C'est plus le levier de frustration de punaise, on devrait être à je sais pas, à X et en fait, on est à X moins 20%, quoi. Donc, il y a un côté où on peut pas tout anticiper parce que moi, en fait, la réalité, c'est que le mois de juin, c'est le moment où j'ai accéléré l'année dernière sur ma partie à moi. Je suis passé de 0 à 7 en 2 mois et demi. J'ai mis 2 ans et demi à passer de 0 à 7K de MRR et là, j'ai mis 2 mois et demi. Donc, j'ai quand même une amélioration. Il y a aussi la manière dont on le fait, la manière dont on prospecte, le pricing est plus du tout le même qu'à l'époque. Quand on monte les prix, c'est plus la même durée de prise de décision. Par contre, quand on signe un client, il est censé rester plus longtemps. Ça, c'est dans la pratique, c'est dans la théorie. Après, dans la pratique, on est en permanence en train de découvrir un peu notre business model. La bonne nouvelle, c'est que on a monté nos factures. Quand on arrive vers les 700, je remarque quand même qu'il y a de plus en plus de clients pour qui ça commence vraiment à être trop cher. Alors, c'est marrant parce que quand on parle avec d'autres agences, d'autres consultants, 700, ils nous disent qu'on se prostitue, que c'est vraiment on est fait vraiment du low cost. Par contre, quand on parle aux clients entreprises ou clients même indépendants, là, directement, 700, c'est énorme parce que ils ont des prestats qui le font à 400, 500. Donc, il faut réussir à trouver la réalité du marché entre les autres concurrents sur LinkedIn qui prétendent faire des millions et des millions en bossant 15 minutes par jour et les clients finaux qui sont prêts à payer pour quel résultat. Mais aussi, est-ce que ça serait pas le moment de redéfinir aussi certaines offres? Parce que vous, aujourd'hui, dans votre panel d'offres, vous en avez qu'une seule, c'est l'abonnement mensuel et c'est un peu ce côté repeat qui est hyper intéressant et que j'ai pas par contre de mon côté avec le côté formation. Mais est-ce que ça serait pas intéressant de commencer à mettre en place un produit d'appel par exemple qui pourrait ramener du cash assez facilement chaque mois, après à définir ce que pourrait être le produit d'appel et mettre un produit à plus forte marge. Par exemple, vous lancez sur la formation de votre côté et vendre des journées de formation à 2500, 2600 euros au jour et tout de suite ça peut faire rentrer quand même des gros billets. Et surtout que dans votre milieu, ce que je me dis, c'est que la formation, ça peut servir aussi quand même d'audit de produits d'appel. On arrive dans une boîte, on fait une formation Google Ads pendant 14 heures, on facture ça 3500, 4000 euros pour les salariés. Et après, derrière, une fois que la formation est faite et que toute la boîte est acculturée sur la puissance du Ads, eh bien, c'est là où vous pouvez engager concrètement une formation et enfin une prestation. Et ça, c'est ce que j'ai appris un petit peu aussi au fil du temps, d'avoir vraiment ces 3 types d'offres. Le premier produit d'appel, ensuite on a qui coûte pas cher et qui permet de rentrer du client assez facilement. Ensuite, on a le produit récurrent qui permet d'avoir un peu ce MRR et de se dire d'un mois à l'autre, on est capable de savoir la courbe de CA qui va rentrer. Et enfin, ce produit à très forte marge qui va être capable, qu'on va moins vendre, mais par contre qui va faire rentrer 5 000, 10 000 euros chaque mois et qui peut être hyper intéressant. Et je suis convaincu que sur le côté formation, c'est là où vous pourriez avoir aujourd'hui plus de pertinence et plus de marge, quoi. On en parlait hier, on parlait de ça. Le problème qu'on a avec la formation, en soi, c'est très bien, c'est une très bonne structure de marge. On envoie un consultant pour former des clients, c'est très bien pour la partie acquisition. De là, il faudrait que ce soit un produit d'appel. En fait, il faudrait que ce soit une action commerciale plus qu'un sujet rentabilité, parce que et c'est là où tu vas peut-être justement pouvoir me faire une masterclass du côté formation. C'est que nous, on a vachement ce côté où si on forme quelqu'un sur un sujet, une fois qu'on l'a formé, on a pris du cash, mais on n'a pas construit une entreprise, on n'a pas créé un business périn. On a pris 2000, 3000 balles. Et donc, en fait, il faudrait qu'on ait un flux continu, ce qui est quelque chose qui est envisageable, hein, un flux continu de prospects pour que je puisse spécialiser un de mes consultants à aller faire de la formation, parce que si c'est pour prendre une seule fois 2-3 000 euros de temps en temps, une fois tous les 3 mois, l'effort de mise en place de la partie formation, que mon consultant il s'organise et tout, c'est du one shot. Il y a ce côté un peu argent de poche en grande quantité, mais il y a pas ce côté je bâtis l'entreprise. Il y a ce côté je vais prendre des gros billets, ça va me permettre de payer une REM, mais ça construit pas ma boîte à vision 2, 3, 4, 5 ans. Et c'est là où de temps en temps tu parles de cet aspect, je bosse avec un client, il revient ensuite vers moi pour une autre formation, mais du coup ça nous encourage à nous diversifier. On veut faire de la formation Google Ads, derrière l'intérêt c'est d'aller les former sur Meta Ads ou d'en faire un vrai canal d'acquisition. Je suis pas totalement, enfin, ça pourrait nous amener des clients, mais s'ils ont pris une formation, souvent c'est que de base ils ils voulaient pas payer quelqu'un pour le faire, ils voulaient se faire financer par les opcos la formation et ils veulent internaliser la compétence. Ils veulent internaliser, mais la plupart du temps derrière ça reste mort. Enfin moi je le vois surtout sur la formation Meta Ads que je propose avec d'autres partenaires.
Les boîtes, bien sûr, elles veulent tout internaliser tout le temps parce que ça coûte moins cher. On veut pas payer une agence 1000 balles par mois pour faire du Google Ads, etc. ou du Meta Ads. Mais on leur fait la formation sur 14 heures. Ils ont tous les tenants, ils ont tous les aboutissants de ça. Généralement, la formation, ils se disent, bon, bah, c'est celui qui gère la com qui va gérer après le Google Ads. La formation, on la prend pour lui. La plupart du temps, de notre côté, c'est un alternant qui se fait former sur ça. Au bout d'un an, il est plus là, il faut tout repartir à zéro. Donc, mine de rien, la formation, c'est juste, pour moi, le côté où on va venir éveiller, on va donner toute la valeur et ils auront tout le process pour le lancer. Mais vous savez pertinemment qu'ils le lanceront pas spécialement. Et c'est là où derrière, après, vous pouvez arriver avec votre prestat. Et la formation a permis de mettre le pied dans la porte clairement par rapport à ça. Et surtout d'asseoir une image de marque, une image d'expertise. Et encore une fois, c'est ce côté diversification qui rentre en jeu. Je sais pas ce que tu en penses de ton côté. Ouais, j'ai un exemple, j'ai plusieurs exemples sur ça quand j'étais freelance et que je faisais de la formation où en effet, tu formes la boîte, tu formes les salariés et finalement, au bout de 14 heures, 20 heures de formation, ils se rendent compte en fait que le sujet est hyper complexe, qu'ils auront pas le temps de gérer et au final, ils te rappellent en disant bah est-ce que tu veux pas gérer la prestation? C'est vrai que ça m'est déjà arrivé, sachant qu'en plus, vu que tu as prouvé ta valeur avec justement une formation, la boîte est rassurée, ils savent que t'es bon et commercialement parlant, pour vendre ta presta derrière, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est vrai que c'est un sujet à creuser. Après, c'est difficilement, il y a moins de prédictabilité à ce niveau-là, à se dire bon bah ok, je vends une formation, il y a tant de pourcentage de chances que j'arrive à la convertir derrière en prestation récurrente. Ça peut faire un point d'entrée en effet. C'est vrai que nous, ce qui nous dérange un peu, c'est ce côté one shot. On aime bien les business avec du récurrent parce qu'on peut bâtir une croissance, on peut bâtir une boîte sur un business avec du récurrent. Et c'est là où tu vas peut-être pouvoir aussi me contredire parce que toi aussi tu bâtis une boîte. Mais c'est vrai que il y a ce côté où on bâtit une boîte avec l'assurance de se dire qu'il y aura pas cet effort à faire tous les mois, aller chercher de nouveaux clients et que s'il y a un coup de mou, un peu comme en ce moment finalement, ta boîte en fait elle génère du cash. T'as encore de la croissance et t'as moins ce stress d'aller chercher les clients. Donc c'est vraiment ce côté où le MRR, le récurrent, permet de bâtir une boîte qui, même en cas de coup de mou, te permet de subsister. Là où toi, je pense qu'à chaque fois, c'est la remise à zéro systématique où tu dois aller chercher de nouveaux clients à chaque fois. T'as peut-être un peu cette pression tous les mois et quand ça va un peu moins bien, c'est peut-être encore plus pressurisant que nous finalement. Ah mais clairement, et après William, tu nous parleras de ton expérience que tu as eue dans le recrutement par rapport à ça, mais aussi pourquoi on a lancé ce sujet-là aujourd'hui, parce que c'est ma problématique justement du moment pour en venir, c'est que moi je fais uniquement du one-shot et c'est se battre chaque mois pour repartir à zéro. Et s'il commence à avoir de la récurrence, concrètement, il y a une boîte, on va lui faire une formation LinkedIn, elle va nous rappeler pour de la formation Canva, elle va nous rappeler pour de la formation IA, etc. Et c'est pour ça que de plus en plus, je veux diversifier mes offres de formation et ne plus être niché dans un seul domaine et de devenir finalement, et ça m'a inspiré ce que tu m'as dit la dernière fois, de dire bah maintenant tu es l'interlocuteur du RH et dès qu'il a un besoin de formation, c'est HTW qui l'appelle parce qu'il sait qu'il y aura l'expert qui va pouvoir venir par rapport à ça. Et c'est ça qui va permettre de faire en sorte de mettre du récurrent. Parce que ma problématique à l'heure actuelle, c'est qu'il y a du lead qui tombe, mais chaque mois, ça repart à zéro et tu dois rappeler des gens et tu dois reconstruire ton CA à chaque fois. Tandis que vous avez ce côté vraiment où vous savez à minima qu'il y a 34, 35 cas à l'heure actuelle qui rentrent dans la boîte, quoi, qui se passe chaque mois. Et ça, c'est un peu la problématique. Donc moi, j'ai la problématique inverse de vous, de trouver plutôt ce côté récurrent derrière et de pouvoir faire en sorte après d'être assuré du nombre de contrats qui tombent, quoi. Parce que toi, tu l'avais assez mal vécu aussi sur la partie recrutement, ce côté repartir à zéro à chaque fois. Juste pour compléter, c'est vrai que ça peut être intéressant. Aujourd'hui, tu vends de la formation Canva, LinkedIn et IA du coup. Et se dire que ça, c'était point d'entrée auprès des RH de toutes ces boîtes. Et une fois que tu as vendu ta formation, que tu as ton point d'entrée, tu les nurtures et tu leur proposes systématiquement, bah voilà, de quoi vous avez besoin, une formation Excel, une formation, je sais pas, Microsoft, machin, et hop, tu leur vends ces formations-là, tu poses un formateur dessus. C'est vrai que ça peut être une bonne manière, du coup, d'activer du récurrent. Et c'est une belle piste de développement du coup. C'est une piste de développement, mais qui demandera finalement d'avoir des personnes aussi à côté de ça, parce qu'au bout moi je le vois en ce moment, notamment depuis qu'on fait aussi du ads, j'ai énormément de demandes entrantes et de mon côté clairement je ressens cet épuisement de les calls à chaque fois ça repart à zéro. Tu sais que avant de passer ton call, tu sais que ça va durer 15 minutes, tu sais exactement où ça va aller, mais une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois, c'est marrant.
quand ça fait la 10 millième fois que tu fais ton call et que c'est reparti et que tu dois recommencer à zéro à chaque fois, c'est là où je pense qu'il y a clairement aussi après un besoin de recrutement sur ça et quelqu'un qui va faire ça. Parce que toi, sur la partie recrutement, c'est ce qui t'avait épuisé aussi, de repartir à zéro sur le call à chaque fois et de recommencer ton process, quoi. Bah, sur alors, la partie développement commercial, c'était plutôt simple parce que une fois il fallait un effort pour amorcer, mais une fois qu'on arrive à recruter des bons commerciaux, je recrutais des ingénieurs commerciaux, on a vite un effet où on devient un bon plan pour nos clients parce qu'on est le consultant qui s'est pas encore épuisé à recruter des commerciaux parce que c'est pas facile. Une fois qu'on a cet effet-là, on se fait recommander, donc commercialement parlant, ça allait. Le problème, c'était sur la partie recrutement. Sur la partie, on fait des entretiens, mais ça revient du commercial, la partie recrutement. Je fais 20 entretiens. Je sais que sur les 20 entretiens, il y en a 7 exploitables. Il y en a 5 réellement sur lesquels il y a un vrai potentiel. Je les envoie au client. Le client, il trouve qu'il y a 3 top profils. Sur les 3 top profils, il y en a un, il a oublié de l'appeler. 2 qui trouvent réellement bien, sur lesquels il compte passer à l'action. Et il y en a un, il met trop de temps à l'appeler, sous-entendu, il y a plus de 48 heures. Et un profil qui ira potentiellement en entretien physique. Et il faut le faire chaque semaine pour avoir le quota de résultats. Un recrutement, c'était 10 000 balles de marge. C'était 10 000 euros de chiffre d'affaires. Tant que j'avais personne dans mes équipes, c'était 10 000 balles de marge. Et après, je recrutais quelqu'un, il y avait son coût et il y avait le nombre de recrutements qui savait me sortir. Donc le business model était plutôt simple. Ce qui m'a épuisé, je me souviens très bien, le 20 novembre 2023, j'avais bien bossé, j'avais fait 4 recrutements le 20 novembre, donc mon objectif était à 2 par mois. Donc j'avais fait 40 000 balles de marge en projeté. Et j'étais pas du tout content, alors j'aurais dû être super content, j'aurais dû fêter la victoire, enfin c'était un record pour moi. Le problème c'est que dans 10 jours ça repartait à zéro. Et ce côté, chaque mois je redémarre à zéro, même si j'avais déjà ma base client, du coup c'était peut-être de plus en plus simple. Faire toujours la même chose, ça m'a fait exploser en vol. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont capables de faire toute leur vie la même chose, ne pas se lasser et avoir pour levier de motivation de se dire tiens, je fais quelque chose et je le fais bien avec l'excellence dans la continuité. Moi, c'est vrai que j'avais vachement ce côté conquête, j'aime bien redécouvrir des terrains, créer un process et ensuite le déléguer. Et typiquement sur le recrutement, si j'avais continué mon activité, l'enjeu il aurait été de dire comment je peux déléguer toute mon activité à un consultant opérationnel. Mais je me reconnais dans cette personne que tu es en train de dire de pouvoir répéter l'action long terme, etc. Mais je trouve que ça fonctionne bien jusqu'au moment où finalement t'as pas d'autres éléments de vie qui rentrent en compte. Et c'est plus, franchement, tenir mon activité comme à l'heure actuelle, passer mes calls, franchement, je bosse peut-être de 7h à 19h, je passe des calls et je kiffe ça, j'adore ça. Mais je me dis, le jour où, admettons, t'as une famille, t'as un gosse à t'occuper, donc déjà ta journée, elle va être réduite sur ça. Donc ta marge qui est reliée au fait que tu passes tes calls, elle va être réduite aussi par rapport à ça, etc. Donc tu vas devoir recruter pour le faire. Mais quand tu vas recruter, il va y avoir aussi des problèmes au niveau du recrutement potentiellement. Donc, et c'est là où en fait, c'est les éléments extérieurs. Tant que tu es tout seul dans ton activité et que tu peux passer tes calls, moi je pense que ça pourrait me plaire. Mais c'est plus après dans la logique de développement clairement que ça devient compliqué, quoi. Pour une prise de recul sur mon activité, parce que du coup en fait ce qu'on ne dit pas dans toute cette histoire, c'est que j'ai pas fini par le haut, c'est que j'ai craqué, je suis allé faire du recrutement jusqu'au point de rupture et à un moment j'ai plus pu faire de recrutement, c'est-à-dire je suis pas parti de chez moi. Il y aura peut-être un podcast sur ça, sur mon sujet burn-out, mais ou alors peut-être qu'on fera un aparté, mais voilà. Sujet spécial burn-out, ouais, parfait. Il se fout de ma gueule à chaque fois, c'est super. Pour poser tout le contexte à ce niveau-là, il y avait quand même sur les 20 entretiens que je faisais pas la chose de manière intelligente. J'avais appris le process, 20 entretiens, mettre 7 personnes vraiment qualifiées, et ensuite toute la granularité. Le problème, c'est que sur ces 20 entretiens, il y en a peut-être 15, allez, il y en a 13, je le savais par réflexe, j'avais identifié qu'ils n'avaient pas de potentiel. Mais je le faisais pour le process, parce que typiquement, on prenait que des bacs +5 dans ce secteur. Tous les gens en licence, j'aurais jamais dû les rencontrer. C'était n'importe quoi de les rencontrer, c'était de la perte de temps. Et le truc, c'est que un jour, sur tous les recrutements que j'ai fait, j'ai réussi à placer quelqu'un qui avait qu'une licence. Et ça aurait pas dû arriver, mais c'est arrivé. Et le problème, c'est que la mauvaise leçon à tirer, c'est de me dire, je vais quand même prendre une licence en entretien. Et j'aurais gagné énormément de temps à jamais prendre des gens en licence en entretien parce que c'est un secteur où on ne prend que des bacs +5. Et typiquement, j'aurais pu être plus malin sur l'activité. Il y a des types de profils, des profils ingé. J'aurais pu compter que des profils ingé parce que le taux de conversion des profils ingé, je sais que je convertis 3 fois plus les ingés en ingénieurs commerciaux que des gens qui ont fait une école de commerce parce que c'était plus le type de profil rencontré. Donc cette approche analytique m'aurait permis de gagner du temps, être plus efficace et je pense que j'aurais pu faire cette activité, avoir des résultats similaires, mais au lieu de faire, je faisais peut-être 9h-19h, au lieu de faire 9h-19h, j'aurais juste pu faire peut-être 9h-13h et encore beaucoup moins, faire moins d'entretiens.
Non, mais clairement, ça résonne vraiment ce que tu dis parce que j'ai exactement la même problématique à l'heure actuelle. Quand j'ai une conversion, je sais pertinemment te dire avant la conversion si ça va fonctionner ou si ça va pas fonctionner. Rien qu'à voir l'entreprise, la personne qui va me contacter, etc. Ça se voit et même ne serait-ce qu'au premier mail que j'envoie et la réponse que je reçois, je sais pertinemment si ça va aboutir. Mais juste ce système de se dire, bah, j'ai payé la conversion, j'ai eu du travail pour avoir la conversion, eh bien, je me sens obligé, entre guillemets, de faire quand même le process d'appel, etc. Et même après le premier appel, si je sens que c'est bancal, tant que j'ai pas un nom concret ou que j'ai pas la finalité de la chose pour me dire, là, concrètement, c'est perdu, je vais quand même pousser le process. Et ça prend énormément de temps à l'heure actuelle et c'est vraiment la chose qu'il faut que j'arrive à débloquer de mon côté. Je sais pas, Alexis, comment tu fonctionnes, si toi, tu as réussi à te détacher de ça ou si tu suis le process tout le temps, quoi qu'il arrive. Quoi. Il faut mettre en situation la chose. Une conversion, ça te coûte combien aujourd'hui? Quarantaine d'euros? Bah, on a bien bossé. J'aimerais bien toujours moins. Non, mais oui, une quarantaine d'euros. Je crois quand même qu'on est à 41, quelque chose comme ça à l'heure actuelle. Et je me dis, ouais, il y a ce côté où j'ai quand même payé 41 balles pour que cette personne-là apparaisse dans mon pipe aujourd'hui. Si je la laisse tomber, bah c'est dommage, quoi. J'ai pas respecté finalement l'argent que j'ai investi, quoi. Donc t'as payé 40 euros ta conversion et t'es en train de me dire que cette conversion qui t'a coûté 40 euros vaut mieux que ton temps, sachant qu'il te reste environ 10 000 jours à vivre. J'ai compté, hein. Donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, chaque seconde passée, tu la récupères pas. 40 euros, c'est pas grave. 40 euros, sachant qu'en plus maintenant tu sais, donc tous ces mois que t'as passé à appeler des gens, à repérer les profils où tu savais que t'allais pas leur vendre quoi que ce soit, maintenant tu sais. Donc en plus t'as appris, t'as capitalisé, et malgré cet apprentissage, malgré le fait que t'as capitalisé sur toutes ces conversions, avec toutes les conversions que t'as eues aujourd'hui, là logiquement tu devrais arrêter de les appeler. Parce que tu sais que ça va pas le faire. Et ton temps est plus précieux. Ouais, mais la problématique, c'est comme William disait, au bout d'un moment, il y en a une, ça va fonctionner, où tu te dis, bah là, ça fonctionnera pas, et comme par hasard, tu vas tomber sur la bonne. Donc, ça remet une pièce dans le process en te disant, ah bah, ça sera dommage, etc. Mais bien sûr, c'est une sur 100, 150 qui va aboutir. On en revient au premier podcast. Si tu as une abondance de leads, tu as l'opportunité de pouvoir choisir. Moi, c'est parce que j'avais pas non plus une abondance totale d'entretien que je finissais par prendre les gens en licence, parce que les gens en licence, il pouvait y avoir un profil, et d'ailleurs j'ai mis 9 mois à avoir un premier profil qui est en licence qui convertit, donc j'aurais dû arrêter très vite. Mais c'est la théorie et la pratique. Maintenant que t'as la théorie. Dans ce cas-là, t'en joues au loto, quoi. T'as toujours une chance de gagner aussi. Enfin, tu vois, non, pour moi c'est un peu pareil. Mais j'entends ce côté, mais entre avoir un lead qui tombe en lead entrant purement, par exemple, je fais un post LinkedIn, j'ai un gars qui me contacte, je sais pertinemment que ça va pas aboutir et ça arrive tous les jours, j'ai aucun problème à me dire, c'est de l'organique, le mec il est arrivé comme ça, c'est pas grave, je mettrai 15 jours à lui répondre et si je le perds, je le perds. Mais c'est vraiment ce côté, c'est vraiment le côté financier de se dire, j'ai quand même payé pour que ce gars arrive devant moi aujourd'hui. C'est quand même dommage de le laisser, de mettre une croix dessus, quoi. C'est un très bon conseil donné à quelqu'un de confirmé senior, mais c'est un très mauvais conseil donné à un junior, parce que c'est des réflexes. En fait, te rendre compte que quelqu'un qui a un @gmail.com, c'est un mauvais contact, tu le sais parce que t'en as appelé plein. Et il y a ce côté où faut quand même bourriner au début pour avoir ces leçons et se rendre compte que, par exemple, sur Google Ads ou Meta Ads ou, enfin, sur la partie publicitaire, quelqu'un, quand on a un premier échange qui nous dit d'envoyer une plaquette, j'ai jamais une seule personne à qui j'ai envoyé une plaquette qui m'a rappelé derrière. Qui fait encore des plaquettes aujourd'hui? Bah, les entreprises un peu vintage. Mais ça fonctionne sûrement. Il y a des secteurs. Mais les gens qui me demandent une proposition commerciale, eux ont une chance d'aboutir. Par contre, quelqu'un qui me demande une plaquette ou envoyez-moi vos tarifs sans aucun échange, j'en ai jamais un seul qui a signé. Je sais pas toi Alexis, mais ça n'arrive jamais. Et par contre, c'est pour ça que toutes les agences quand tu les contactes veulent avoir un échange, ça fait une qualification. Quelqu'un qui veut juste un prix, ça ne convertit jamais. Ça ne convertit jamais. Et même moi, j'ai fait mon espion aller envoyer des messages à toutes les autres agences. Il y en a aucune qui donne ses prix comme ça. Ils veulent une prise de contact parce qu'on sait qu'une plaquette, un prix, ça ne convertit pas. Et ce genre de réflexe, tu les fais parce qu'au début, t'as bourriné. Donc, tirez pas la conclusion qu'il faut pas appeler les leads pourris. Appelez tous les leads pour démarrer. Et une fois que vous avez des problématiques de temps, des problématiques d'épuisement, mettez de l'intelligence, faites pas ce que j'ai fait dans le recrutement, attendez pas de péter un câble. Et dès que vous sentez que vous commencez à tirer sur la corde, c'est le moment où il faut mettre de l'analytics, il faut mettre du Pareto dans son activité, identifier les 20% d'actions qui amènent 80% de déconversion. J'en reviens à mon recrutement et après je te laisse la parole. J'aurais dû faire les 20% d'entretien qui avaient le plus de chances de convertir. Et pareil, côté client, j'ai des clients qui étaient insupportables, qui voulaient voir plein de profils avant de recruter. J'en ai, s'il y avait un bon profil, ils signaient direct. Je me serais concentré sur ces 20%, mais même ces 10% de clients.
j'aurais pu garder mon activité à côté de Convertix. Je bossais les samedis matins et encore 1 heure chaque matin. J'avais mon activité, je faisais une signature ou 2 par mois, 20K qui rentraient. Franchement, je pouvais le faire. Et d'ailleurs, je pourrais le faire aujourd'hui, je pense. Donc tu vas reprendre. Ah, ça, faudra qu'on voit. Tu disais, Alexis. Non, mais après, c'était pour compléter de toute façon ce que tu disais, Romain, mais c'est quand même... tu vois, t'as passé quand même plus de temps à développer ta brand, ta visibilité, et c'est des leads que tu prends pas, alors que le temps passé est beaucoup plus conséquent. T'as y investi aussi de l'énergie, de l'argent, alors qu'un lead à 40 euros, tu vas l'appeler direct. Tu vois, il y a aussi ce Et côté ça, où... Par contre, ce que tu es en train de dire là, c'est vrai que la brand, ce qui fait que maintenant j'ai un max de leads rentrants, c'est parce que il y a 6 ans que je publie, et c'est vrai que ce temps-là, c'est un temps, c'est pas financier, mais c'est un temps que j'ai passé aussi. Par contre, au niveau de la brand, je ressens vraiment cette année le vrai gap que j'ai en termes de prise de leads. Avant, je pensais, oui, c'est génial, la brand, ça permet de rapporter des leads, etc. Mais entre tout ce que j'ai vécu ces 5 dernières années et ce que je suis en train de vivre maintenant, aujourd'hui, où au moins chaque semaine, j'ai au moins 2, 3, 4, 5 prises de contact. Alors, pas toutes intéressantes, bien sûr, mais au moins 2 bonnes intéressantes par semaine. Et c'est là où je sens vraiment que la brand commence à prendre et ça devient hyper intéressant, quoi. Donc, la brand, c'est du long terme, clairement, quoi. Ce serait quoi le plan d'action pour quelqu'un qui veut se lancer un peu sur la brand? Qu'est-ce que tu conseillerais de faire pour pouvoir lancer ça, finalement? Alexandre qui est en stage chez nous, par exemple. Il est en train de se lancer de zéro. Moi, je lui donne les actions commerciales en mode charte commerciale, prospection. On va sur Malte, on bypass tous les concurrents avec 2-3 astuces que je lui ai données. Il est en succès pour l'instant. Comment est-ce qu'il passe vraiment de zéro, je suis personne me connaît, à j'ai mis une première pierre, j'ai avancé un premier jalon et je commence à avoir un minimum de brand qui fait que j'ai 2-3 leads qui arrivent par mois. Moi, déjà, la brand, je la vois pas uniquement en que digital. Ce qui fait aujourd'hui que la brand fonctionne de mon côté, c'est encore une fois parce que je suis allé bouffer à tous les râteliers de manière physique pour rencontrer du monde, les ajouter sur LinkedIn, et c'est ces gens-là maintenant qui viennent interagir avec moi sur LinkedIn. Et la réalité, elle est là. Là, on est en train de faire des podcasts aujourd'hui parce que ça fait longtemps qu'on s'est lancé aussi au niveau de la brand, donc c'est le moment de commencer à structurer des choses. Mais je recommande pas du tout à un gars comme Alexandre aujourd'hui d'aller payer 1000 balles pour tourner un podcast et d'investir sur ça parce que personne va l'écouter dans un premier temps ton podcast, et c'est la réalité des choses. Si t'as pas un minimum, une communauté physique que tu as rencontrée qui est capable de te suivre dans ta brand digitale, ça sert strictement à rien. Donc pour moi, le premier élément pour construire une brand, c'est déjà de rencontrer un maximum de monde de manière physique. Et une fois que tu as rencontré un maximum de monde de manière physique, d'être régulier sur tes réseaux sociaux, continue de rencontrer du monde de manière régulière, et à partir du moment où tu as ton image sur les réseaux sociaux et ton image de marque sur les réseaux sociaux devient aussi forte que celle que tu as au niveau physique, et c'est là où c'est intéressant de commencer à investir. Mais le résumé, la première étape, c'est rencontrer du monde. Serrer un maximum de main en un minimum de temps. Et dès que tu rencontres quelqu'un, tu l'ajoutes sur LinkedIn ou sur tes réseaux sociaux et tu fais en sorte que ça pilote comme ça. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées sur ces 6 dernières années, c'est eux qui m'apportent le plus de visibilité à l'heure actuelle par leur interaction, quoi. Et c'est quoi les KPI qu'on suit? Et est-ce qu'on peut considérer que c'est héroïste la brand? Est-ce qu'on doit le considérer réponse à court terme et à moyen terme et à long terme? À court terme, déjà, c'est hyper compliqué à savoir si c'est héroïste et là où je le vois clairement, encore une fois, le KPI que je regarde aujourd'hui, l'indicateur clé, c'est le nombre de prises de contact que j'ai par semaine et le nombre de personnes que je convertis. Mais pareil, entre une personne que tu vas rencontrer un réseau physique, on a fait tous les 3 la Paris Creator Week. Admettons, on rencontre quelqu'un là-bas, la Paris Creator Week. Tu serres une main, tu l'ajoutes sur LinkedIn. Tu as ta brand qui tourne. Le fait qu'il te recontacte dans 6 mois, 1 an, est-ce que c'est le fait que tu l'as rencontré à la Paris Creator Week? Donc, est-ce que ça rentre par le fait que tu es allé à un événement, ou est-ce que c'est ta brand qui a fait que derrière, il a converti avec toi? Ça, t'en sais rien finalement. C'est hyper compliqué d'avoir le ROI purement de la brand. C'est un tout, en fait. C'est un univers que tu crées autour de toi et qui a un impact un peu indirect qui fait que je sais pas, une prospection que tu vas faire par mail, la personne va se dire ah mais celui-là je l'ai vu sur LinkedIn, je l'ai vu sur YouTube, go et en fait finalement cette prospection mail, si tu l'avais fait sans faire ta brand, le mec il aurait jeté ton mail. Par contre, vu que tu l'as fait et que tu avais déjà une brand, tu étais déjà connu sur les réseaux, il se dit tiens, je le connais.
go, je l'appelle, on va voir ce que ça donne, et là tu vas signer un client. Je pense qu'il y a un côté plus indirect, ça va permettre de soutenir tes actions au quotidien de prospection. Je le vois plus comme ça, moi, la brand. Mais pour moi, c'est le côté indirect, mais aussi le côté vraiment écosystème et surtout la tenir dans le temps. La tenir dans le temps. Si c'est faire de la brand pendant 6 mois, ça sert strictement à rien. Et généralement, l'erreur, et on va pas repartir sur le sujet de la vente, on pourra écouter le premier podcast qu'on avait fait clairement sur ça, mais l'erreur que beaucoup font sur les 2 premières années d'entrepreneuriat, c'est qu'ils veulent travailler à fond leur brand, alors que objectivement, quand t'es pas connu, quand t'as pas signé, ça sert strictement à rien. La brand, ça vient dans un second temps pour engager de la croissance sur ce que t'as déjà créé. Sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Bah nous là, par exemple, ça fait quoi, moi, depuis 2019 que je suis dans le digital, dans l'entrepreneuriat. Toi, un peu plus longtemps, il me semble. Et c'est tout juste maintenant qu'on commence à développer un peu ces actions de branding. Et c'est vrai qu'on a fait nos marques, on a prospecté, on est allé dans le dur avant de lancer ça. Donc je te rejoins totalement sur ce côté. Faites pas de brand si vous êtes en démarrage. Déjà vendez des prestats, ayez une preuve de marché, faites-vous des clients, rendez-les satisfaits et puis fidélisez-les avant tout, quoi. Et surtout que quand tu te lances, t'as rien à dire. Enfin, je veux dire, ce podcast, on l'aurait fait au tout début. Si, on aurait eu des choses à dire, mais ce qu'on aurait pu dire, c'est ce qu'on aurait lu dans les livres, qu'on aurait écouté, et on aurait fait les malins à le répéter en disant on est des grands entrepreneurs. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de raconter sur ce podcast, clairement, c'est nos 6 années d'expérience, 7 années, même 10 années pour toi aujourd'hui. Et c'est ça qui fait en sorte que la brand devient un minimum intéressante. Mais clairement, au départ, moi, je me revois en 2022 quand on s'est lancé, à part répéter les lignes de l'autoroute du millionnaire, de l'effet cumulé et de tous les livres qu'on a pu lire, bah franchement, j'avais pas grand-chose. T'as le business public qui est pas mal à la mode, qui est finalement une solution plutôt pas mal. Tu documentes ton parcours, tu racontes ce que tu fais au quotidien. Après, est-ce que ça attire des clients? J'en sais rien. Après, il y en a qui ont bien réussi à percer avec ça. Bon. Franchement, le but, ce côté-là, pour avoir rencontré certains gars et filles de LinkedIn où on a l'impression que ça tourne parce que justement, ils en font beaucoup, pour discuter et creuser avec eux. Aujourd'hui, en sous-marin, je signe, sans abuser, mais je signe beaucoup plus que les chiffres qu'ils m'ont annoncé. Donc aujourd'hui, ce côté-là, oui, encore une fois, ça nourrit un écosystème, etc. Mais la problématique aussi de construire les choses en public, c'est que généralement, on a la tendance à dire exactement ce qui fonctionne et ce que les gens ont envie de lire. Et ça manque clairement d'authenticité. Comme le sujet qu'on a abordé au début de dire, quelle est notre problématique? Moi, c'est ça que j'aimerais bien lire dans la construction publique. Parlons d'authenticité. C'est un sujet que ça commencé à aborder, Alexis. C'est ton Google Agenda, il a eu tendance à se vider récemment. T'étais emmerdé parce que t'as une responsabilité, c'est la partie closing. En ce moment, moi, je suis censé faire des leads. Alors, je me tire un peu une balle dans le pied parce que je t'alimente pas assez en leads. Mais d'un autre côté, toi, t'as relancé tout ton CRM. D'une certaine manière, t'es un peu cordonnier mal chaussé dans le sens où tu recommandes de faire du 20-80. Hier, t'as relancé le fin fond de ton CRM. Quid de tout ça? Comment tu peux donner des conseils comme ça? Et comment est-ce qu'on va prévoir la suite? Parce que finalement, ça a duré une après-midi, mais finalement, c'est quoi la suite à ce niveau-là? Est-ce que tu as des idées un peu? Bah déjà, quand on arrive au point où tu sais plus quoi faire et que ça tourne sans toi, c'est que déjà c'est des bons problèmes. Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est là clairement t'as les bons problèmes dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as réussi à déléguer. Nous, là, clairement, on s'est entouré de collaborateurs qui font un super travail. Franchement, j'étais très pessimiste parce que j'ai bossé avec mon père qui était paysagiste. Je l'ai aidé à recruter des gars et c'était compliqué de les garder. C'était un secteur hyper compliqué, le paysage, et ça m'a, je dirais pas traumatisé, mais j'ai eu une opinion assez négative sur le fait de recruter des personnes dans mon équipe finalement. C'est pour ça que je suis resté freelance un bon bout de temps et c'est pour ça que je pense que si on s'était pas associé, je pense pas que j'aurais tenté l'aventure avec des personnes salariées. Je me serais peut-être entouré d'autres freelances pour certaines prestations. Mais moi j'étais très frileux à l'idée de recruter et c'est vrai que là franchement je touche du bois, hein, faut que ça continue, mais on a créé une super équipe, on est soudés, ça se passe bien, on a une bonne ambiance. Et clairement, on arrive au bon problème du coup, que j'appelle bon problème de qu'est-ce que je fais maintenant, parce que j'ai délégué la partie opérationnelle. L'idée c'est que nous on est très bon en commercial avec William, c'est là où on doit être. On n'a pas encore délégué cette partie. Il faut que ça rentre maintenant, il faut qu'on fasse de la croissance et hop, j'arrive à ce point où quand j'étais occupé, que j'avais ma gestion, il pleuvait des leads, on croulait, on n'arrivait même pas à tous les appeler. Et là, aujourd'hui, maintenant que j'ai du temps, je suis en train de relancer le fin fond de mon CRM. Ça signe beaucoup moins. Il y a de la frustration et il faut trouver des solutions parce que quand t'as du temps
et que t'as rien à faire, ça cogite. C'est là où tu penses, c'est là que tu remets en question, c'est là où la frustration devient de plus en plus grande. Et il faut trouver des solutions rapides. Donc on a évoqué, il y avait la partie formation. C'est tout bête, mais aujourd'hui on a des bases de données de prospects qu'on pourrait relancer sur d'autres prestations. On les relance énormément, on les prospecte sur la partie ads, mais on pourrait aisément se dire on va les prospecter sur la partie formation pour leur proposer des ads, ou même sur une toute autre business unit, une toute autre prestation. Donc c'est là où on est en train de se creuser un peu la tête, mais quand vous en arrivez à là, c'est top, quoi. Enfin, c'est des super bons problèmes, et c'est là où il faut commencer à bifurquer. Une nouvelle business unit, on va développer de nouvelles choses, on va lancer peut-être un nouveau business. C'est là, à mon sens, où on va y avoir une nouvelle étape, on est en plein dedans avec William, on a eu la discussion hier, on est en plein dedans, il faut trouver la suite. Et c'est quoi la tendance de la suite là à l'heure actuelle? Parce qu'en discutant avec William la dernière fois, moi typiquement ma recommandation serait maintenant que vous avez des journées libres, allez rencontrer justement un maximum de monde, allez dans des réseaux où il y a des institutionnels, comme il y a un réseau à Lyon là, c'est les plaisirs gourmands, etc., où je vous ai invité la dernière fois sous conseil de Juliette aussi, notre vidéaste qui m'en avait parlé. Et concrètement, c'est un peu là où il faut être, parce que moi je pense que ce sont des réseaux sur lesquels vous allez rencontrer un maximum de monde, serrer des mains, etc. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que finalement vous êtes encore dans la réflexion purement de qu'est-ce qu'on va faire, plutôt que dans l'action de se dire allez, ce matin je me lève et mon seul objectif c'est de faire du commercial à fond et rencontrer un max de monde. Comment vous voyez ça? Il y a la partie de l'hygiène, c'est que de base, le modèle c'était je faisais les leads, Alexis les appelait. Là le problème c'est qu'Alexis est sous-alimenté en leads, donc il faut qu'on génère des leads. Mais ça c'est aussi parce que la réflexion est hyper récente, elle doit dire. Donc finalement Alexis va devoir monter aussi en puissance sur la partie leads avec moi, parce que j'arrive pas à suffire pour alimenter Alexis, et Alexis a du temps. Donc faudrait qu'on puisse bosser en binôme dessus. D'une certaine manière, faire de la brand, c'est créer une machine à leads. Donc on le fait aujourd'hui, on le fait sur certains événements, on pourrait le faire plus, très clairement. Il y a un peu ce côté priorisation entre le café freelance, le café CMO et l'événement CPME ou ce que tu disais juste avant. Il y en a qui ont une plus grande propension à convertir. Après, ça dépend du niveau de vision. Toi, tu avais une vision très très long terme en disant, à un moment, tu disais carrément, quelle que soit la personne que je rencontre, elle peut m'apporter du bise. Je trouvais que c'était un très gros manque de priorisation, et j'ai un très bon contre-exemple qui te donne raison pour autant. Une nana dans le digital qui coche aucune case de ce que j'aurais jugé être une bonne partie prenante pour Convertix, qui a parlé avec l'ancienne responsable de stage de son mec, qui cherchait quelqu'un en SEA et qui a pensé à moi parce qu'une fois je lui ai dit que je faisais du SEA. Elle me renvoie le leads, hier on les rencontre et c'est parfaitement dans notre persona. Alors que le point de contact n'a rien à voir avec, on n'est absolument pas pertinent pour les sujets SEA. Donc il y a un peu ce côté où on a peut-être une approche trop court-termiste parce qu'on veut faire tourner la boutique, on veut du ROI rapide. Là où toi, tu avais peut-être cet avantage de te dire je suis moins pressé et je construis quelque chose sur une très très longue durée. Nous, notre notoriété, on veut, on en attend un ROI assez rapidement, ce qui est peut-être une erreur. Du coup, peut-être qu'on part dans une mauvaise direction. Enfin, moi, je pars dans une mauvaise direction en pensant ça. Il y a pas de mauvaise direction selon moi, mais c'est juste le temps et l'énergie que ça prend de penser justement que faire. Moi, je suis plutôt dans le côté, fonce, teste des choses, teste des nouvelles choses. Monte à Paris pendant une semaine, va serrer un maximum de mains, va rencontrer un maximum de boîtes. À Paris, on commence à connaître un petit peu du monde. Bon, maintenant, est-ce que tu peux organiser un déj avec 3 mecs que je vais rencontrer, etc. Et c'est plus ce côté-là. Mais je suis d'accord, le but c'est pas de faire tous les réseaux du monde, et je suis le premier à le recommander maintenant. Il y a des réseaux, ça t'apportera rien du tout. Mais toujours est-il que au lieu de se poser autour d'une table et de réfléchir sur quelle est la strat, peut-être plus être dans le côté où on y va clairement, quoi. Et finalement, c'est quoi la tendance un petit peu là? Si on prend à l'état des lieux maintenant, quelle serait la tendance? Développer une nouvelle business unit comme la formation, lancer un business un peu en parallèle et laisser Convertix tourner comme ça, faire de la commerciale, ça serait quoi? Écoute, sachant qu'on a eu la discussion hier, c'est encore tout frais. On a plusieurs pistes qu'on va peut-être explorer. Il y avait le sujet des appels d'offres publics. Ça peut être le moment d'explorer cette solution. L'avantage des appels d'offres, c'est que ça te fait quand même des références beaucoup plus crédibles. C'est des projets beaucoup plus sur le long terme. Et derrière, ça permet du coup de pouvoir croître sur le long terme et de pouvoir avoir une prévision sur le chiffre d'affaires qui rentre beaucoup plus long-termiste du coup. Par contre, ça, on est conscient qu'il faut aussi aller rencontrer les institutionnels parce qu'on sait que les marchés publics, ça marche un peu comme ça aussi. Donc, il y a ce sujet aussi, ça va rejoindre un peu le côté développer le réseau. Donc ça peut être aussi la deuxième option.
Mais bon, je vais pas passer ma journée à aller serrer des mains. Enfin, il y a un moment, tu vois, tu as des événements le soir, le matin, tu peux faire des déj le midi, mais ça peut pas remplir une journée à aller faire du réseau. Pour moi, ça doit compléter tout ça et on le fait pas assez. Clairement, on le fait pas assez. Il faut le faire plus et on va le faire plus. Mais pour moi, ça doit compléter une stratégie opérationnelle de prospection, d'aller chercher du lead ou de répondre à des appels d'offres. Ça reste une action commerciale finalement et ça prend du temps. Donc, on est plus sur ces sujets-là. Et après, oui, il y a le côté business unit. On a pensé à la formation, mais c'est vrai qu'il y a ce côté où c'est pas récurrent qui nous embête. Par contre, on l'a évoqué aujourd'hui. C'est vrai que c'est une nouvelle piste de réflexion. Il y a ce côté où une fois que t'es dans la boîte, les mecs, dès qu'ils ont besoin du Google Ads, ils vont penser à toi parce que t'as fait une formation il y a X temps. Et c'est vrai que j'y ai pas pensé quand on a discuté hier, hein, mais j'ai eu plusieurs clients grâce à ça. Donc, ça peut être une piste très intéressante finalement, surtout qu'en plus, nous, on a des collaborateurs qui sont grave motivés pour faire de la formation et qui sont bons en ça. Je pense à Quentin notamment, qui est très pédagogue. Donc, il y a cette piste-là. Et après, il y a peut-être aussi notre infra mail à revoir. Il y a des sujets qu'on veut explorer. En tout cas, moi, il faut pas que je sois... Moi, le problème aujourd'hui, c'est que je suis trop dans l'attente que William m'envoie du leads. Il va falloir que j'y aille. Il faut que j'y aille. Il y a toutes ces pistes-là que je peux explorer. Et on va se mettre au boulot, quoi. Je vais déléguer ma fiche de poste en partie. Je vais rajouter un peu de tâches là. Bah après, il y a les fiches de poste et il y a la réalité du terrain aussi. Mais si on prend un exemple, William, l'année dernière, quand tu t'es relancé sur la partie vraiment purement ads, en tout cas que tu as poursuivi plutôt dans ce côté-là, tu es passé de 0 à 7 en 2 mois. 0,7K de MRR en 2 mois, enfin de revenus mensuels. Quelles étaient les actions et pourquoi ne pas répéter exactement la même chose à partir d'aujourd'hui? J'ai eu j'ai exactement la même réflexion. La difficulté, c'est que j'étais pas sur la même base de facturation. C'était pas des clients délégables. Chaque client était hyper exotique. Là, l'avantage, c'est que maintenant, on a que des clients et ça explique aussi le churn, mine de rien. On a évincé des clients qui ne sont pas délégables à nos équipes. Si je refais ce que j'ai fait à l'époque, je dois me remettre sur l'opérationnel. Et du coup, faut qu'on arrive à trouver la manière d'acquérir des clients, faut qu'on arrive à créer une machine d'acquisition qui permet d'avoir des clients qui sont délégables à nos opérationnels, qui ont la méthodologie, qui maîtrisent Google Ads, mais on doit plus signer du hors process. Dans toute notre croissance, mine de rien, il y a quand même eu 2-3 clients sur un peu de call mailing, 2-3 clients sur du SEO. Donc maintenant, c'est juste on pense plus la chose en mode freelance, on pense la chose en mode entreprise. En mode entreprise pour que les membres de nos équipes gèrent l'opérationnel. Maintenant, dans tout cet ensemble, je suis quand même tiraillé. C'est-à-dire que j'aime l'idée de se dire qu'on va se développer à fond sur Google et Meta Ads, qui est déjà une diversification. À la base, on faisait que Google Ads, maintenant on fait Google et Meta Ads. Mais c'est vrai que l'idée d'ouvrir d'autres business units me donne envie parce que nos clients nous réclament. On a un client, par exemple, une entreprise de coutellerie à Thiers, ils nous réclament de faire du Amazon Ads pour eux. Et donc, je me plains de pas avoir assez de leads, mais j'ai un client qui me demande de faire quelque chose pour lui, qui est prêt à payer pour, et je vais lui dire non. Je vais renvoyer le business à un concurrent qui va peut-être lui dire tiens, je fais du Google Ads, viens bosser avec moi, qui va critiquer mon travail pour pouvoir récupérer le client et qui l'aura récupéré. Et je suis tiraillé entre est-ce que je réponds aux besoins client mais je quitte ce côté focus mais je rentre du business, ou est-ce que je reste dans cette ligne directrice du focus mais du coup peut-être que je me nuis certaines opérations commerciales. J'ai trouvé que le focus était très bien pour nous lancer sur Google Ads, Meta Ads, mais qu'il faut pas se fermer la porte aux opportunités. Et c'est pour ça que ce système en business unit me parle. Après, faut prioriser. On va pas commencer à lancer du Pinterest Ads, sachant qu'on va avoir 2 clients. Mais Amazon Ads, je pense qu'il y a une vraie opportunité à développer, par exemple. Et il y a pas mal la partie formation. Ça reste dans Google et Meta Ads. C'est con, hein, mais aujourd'hui, faire une machine d'acquisition en formation Google Ads et Meta Ads, il y aurait une vraie possibilité. Et on pourrait très bien trouver un deal. D'ailleurs, toi qui es un organisme de formation, en disant on fait la lead gen, et toi, on te file la partie qualif, tu signes, tu prends ta com, et tu nous renvoies le bis opérationnel. Et tu prends X points de marge. C'est un tiraillement, c'est une réflexion qui est en cours. D'ailleurs, je veux bien ton avis sur tout ça, mais j'ai ce côté, est-ce que je quitte le focus, mais du coup, il faut être focus. Enfin, je sais pas ce que t'en penses de tout ça. Je suis un peu brouillon sur ça. Moi, je trouve que on a déjà fait une phase un peu comme ça parce que justement, ce qui t'a permis d'atteindre, de passer de 0 à 7, tu dis que ce sont des clients exotiques et qui te prenaient énormément d'énergie. Vous étiez les premiers à me dire le rapport temps et argent que ça rapporte. Justement, tu t'en es séparé un petit peu de ces clients exotiques pour te dire on va partir sur un focus et comme ça, vous avez pu tout déléguer sur ça.
Et là, tu as la réflexion de revenir finalement sur des choses un peu plus exotiques et rajouter des choses. Donc moi, je trouve qu'il y a un manque de cohérence, en tout cas sur la vision globale de ce que tu veux faire et ce que vous voulez faire aujourd'hui. Soit en fait, il faut peut-être se poser aussi sur la vision, clairement, quelle est la vision. Parce que ça me fait penser aussi à autre chose. Alexis, quand tu bossais en tant que freelance, t'es passé de 0 à 15K de MRR, pas non plus de manière très compliquée de ce que j'en ai perçu. Et à partir du moment où tu étais à 15K de MRR, tu avais un peu aussi tes journées totalement vides où tu pouvais condenser ta journée sur une journée complète dans la semaine. Et finalement, tu avais ce côté un peu qui était un peu embêtant, mine de rien, où tu te dis, maintenant, il faut que je trouve des nouvelles choses à faire. Et c'est là où, justement, pour vous re-challenger, vous vous êtes dit, on va partir plutôt sur une agence et s'associer. C'est un peu de ça que c'est parti. Vous direz le sujet, je vous laisserai exprimer par rapport à ça. Et là, finalement, vous êtes revenu un petit peu dans cette situation-là où, finalement, vos agendas sont assez vides à l'heure actuelle. Et c'est peut-être plus cette problématique de répétition de ce côté où on a notre semaine qui est un petit peu vide et finalement, quelle est notre vision globale à partir du moment où on en arrive là, quoi. Après, on a besoin d'être stimulé. On est des entrepreneurs, on adore la nouveauté, on adore faire des choses, on adore entreprendre, on adore développer des projets. On a besoin d'être stimulé. Il y a une réalité aussi, sinon on serait pas entrepreneur. Donc c'est plutôt bon signe. Parce que bon, si on était en mode à la cool, ouais, non, mais c'est bien. En ce moment, tout va bien. En fait, on a moins de trucs sur l'agenda. Tranquille, moi, en fait, je me vois mal aller regarder la télé. Je pars regarder des séries. En fait, j'ai envie de développer des choses. Ça me va pas, en fait, d'avoir ce temps qui n'est pas passé à développer une boîte ou à ne pas créer quelque chose. Et pour moi, c'est pas optimal, sachant que l'optimisation dans ma vie, c'est quelque chose c'est un des piliers fondateurs. Mais c'est pour ça que ces réflexions reviennent. Et quand j'étais freelance et que j'étais passé en effet de 0 à 15K en un an et en optimisant énormément mes journées, finalement, je travaillais 2-3 jours. Le commercial, je faisais un peu de call mailing, pas autant qu'on le fait aujourd'hui, mais je faisais du call mailing, je sélectionnais les clients, il y a des prospects, il y en avait, je savais que ça allait pas signer, je les prenais pas. Enfin, j'optimisais énormément et ça a bien signé. Le bouche à oreille m'a énormément rapporté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je reste persuadé que ce qu'on fait, la brand notamment, on en parlait tout à l'heure, la brand, aller serrer des mains, tout ça, je reste persuadé que c'est la meilleure chose à faire. Sauf que ça, c'est bien, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait au quotidien aujourd'hui pour aller plus loin? Parce que on peut faire de la brand à côté, il y a pas de souci, on le fait actuellement. Et c'est là où on a besoin, voilà, c'est l'étape d'après. Quelle est l'étape d'après? On a réussi à déléguer hyper rapidement, je trouve, et on pensait pas que ça allait être aussi rapide. Il y a aussi peut-être ce côté où on s'y attendait pas, et puis ça nous tombe un peu sur nous là finalement ce temps. Ah non, mais c'est ce que je souhaite à tout entrepreneur, et là on est passé de 0 à 1. Là l'idée c'est de savoir comment on va passer de 1 à 100. Et c'est pour ça que du coup, c'est un cycle en effet qui se répète avec ce moment où je suis passé en agence quand j'étais freelance. Et aujourd'hui, l'idée c'est d'arriver à trouver une solution en fait à ça. Et moi, je pense qu'il y a ce côté business unique qui est hyper intéressant. On a plus de temps pour les clients exotiques finalement, on a plus de temps pour la formation. Et là où c'était important de faire le tri pour pouvoir mieux déléguer et pouvoir passer de 0 à 1 et croître assez vite, d'où la notion de productisation de notre service qui est la gestion publicitaire. Aujourd'hui, ça peut être un peu plus intéressant de revenir sur des projets un peu plus exotiques. Et c'est pour ça qu'on pense aux appels d'offres, c'est pour ça qu'on pense à reprendre des missions un peu plus exotiques. Et on va avancer sur le sujet. La formation, je trouve ça quand même intéressant. L'avantage, c'est que toi, tu fais de la formation aussi, donc tu peux nous aider sur la partie financement. Voilà, donc c'est des réflexions. De toute façon, il y aura sûrement des solutions à apporter lors du prochain épisode, en tous les cas. Et le côté rachat d'une boîte aujourd'hui qui fait aussi du Google Ads et vous rachetez le portefeuille client et vous commencez à absorber un petit peu des boîtes comme ça. Est-ce que c'est un sujet qui est sur la table ou pas spécialement pertinent? J'avais commencé à creuser à ce niveau-là. Il y a We Are Samsara qui est pas mal. C'est une entité sur LinkedIn. Une espèce d'une agence de vente d'agences, ils font tout, ils font des ESN, ils font des agences de com, design. Et j'avais commencé à étudier un portefeuille pour une agence web qui faisait du SEO, du SEA et de la création de sites. Donc la partie création de sites m'intéressait pas trop. D'ailleurs, pourquoi pas aujourd'hui, vu le discours qu'on a. La difficulté, c'est que moi, ça m'emmerde d'acheter des contrats récurrents sur lesquels il n'y a pas vraiment de contrat, pas d'engagement. Si je paye, mettons, un an de, un portefeuille client de 10K de MRR, et que je le paye, un an de MRR, si les contrats sont pas engagés à au moins un an, je veux dire, j'ai aucun intérêt à le faire.
Et la réalité, c'est que là, il y a beaucoup d'agences qui sont, enfin, on se plaint de plein de choses, mais il y a plein d'agences qui sont totalement déstructurées. Les gens ne bossent avec eux que parce que c'est Pierre-Paul Jacques qui dirige l'agence, mais ils bossent pas pour l'agence en tant que telle. Et moi, j'ai pas envie de racheter une coquille vide, quoi. J'ai pas envie de racheter une agence où le jour où j'ai un client, le client il se barre parce qu'il voulait bosser avec Pierre-Paul Jacques et maintenant qu'il n'y a plus Pierre-Paul Jacques, il part avec quelqu'un d'autre. Et donc il y a ce côté où nos agences, c'est leur structuration, leur structure de marge, la structure des contrats qui valorise le portefeuille. Si ça dépend du dirigeant, c'est pour ça qu'on veut pas non plus qu'il y ait une grosse dépendance au dirigeant. Nous, l'avantage aujourd'hui sur notre modèle, et on l'a reculé sur la côté MRR, mais par contre, un truc sur lequel on a beaucoup avancé, on est passé de 0 à 1, et là, on est passé de 1 à 1 bis, parce que maintenant, si on tombe malade, nos consultants, ils gèrent l'opérationnel. On a très peu d'intervention, sauf sur la partie facturation. En soi, la partie facturation, c'est le seul élément sur certains clients où j'ai une intervention. Je pense à quelques clients pilotés, les seules choses que je fais, c'est leur envoyer la facture, éventuellement relancer des retards de paiement, mais on a en plus Laura qu'on a pris en externe qui s'occupe des relances. C'est un business automatisé. Donc nous, ce qu'on veut, si on lance une nouvelle business unit, c'est que ce soit délégable. Là, au début, il faut amorcer la pompe, mais si on lance de la partie formation, nous déjà, on peut déjà envoyer nos consultants faire la formation sur le terrain. Donc, il faut juste qu'on fasse la partie vente. Mais il y a toujours ce côté, on se défocus. Peut-être qu'on devrait mettre bouchée double sur la partie prospection, faire x2 sur l'infra-mail pour vendre plus de Google Ads. Il y a aussi peut-être un sujet technique, on en parlait avec Quentin, la partie prospection instantly, on a l'impression qu'il y a moins de résultats qu'avant. Est-ce que c'est technique ou est-ce que c'est marché, conjoncturel? Est-ce que c'est mes mails qui sont cramés? Peut-être au bout d'un moment, quand tu as contacté 15 000, 40 000, 100 000 personnes, il y a peut-être aussi une base de données qui est intéressante, qui commence à se réduire un petit peu. Ouais, mais ça, je l'ai renouvelé. Là, je suis en train de la renouveler en ce moment. Je suis en train de faire x3 sur le nombre de mails. J'envoie 1300 mails par jour, donc c'est quand même badass. Les gens le reçoivent. Je veux dire, j'ai des gens que j'ai eu par un biais de recommandation. Je leur ai demandé leur mail et ils m'ont dit, mais t'inquiète, tu l'as déjà, tu m'as prospecté, ça fait 2 mois que tu me prospectes. Ils voient les mails, ils répondent juste pas parce qu'en fait, la prospection dans le dur, c'est difficile. C'est des gens qui ne nous connaissent pas, faut créer un lien de confiance. Il y a rien de plus puissant que le bouche à oreille. Et c'est pour ça que nous, on a prospecté pas mal nos concurrents ou des gens dans le digital pour profiter de cet effet réseau. Maintenant, la prospection dans le dur, ça nous a ramené du business. Et la réflexion qu'on avait, c'était de se dire, si on lance une BU Amazon Ads ou une partie formation, si je crée une infra, voire une entité 100% dédiée sur la partie formation, je reprends tout ce qui nous a fait notre succès, je le fais x2, donc je fais 2 infras qui bossent en parallèle. Théoriquement, je fais x2 sur les leads. Et on a d'un point de vue commercial, on peut de nouveau avoir des choses à... Et là, du coup, par rapport à ça, au lieu de réfléchir 15 ans sur ça, pourquoi dès demain, il n'y a pas ton infra qui est lancé et tu testes la partie formation et ça se trouve, tu vas tomber sur une très bonne surprise. Enfin, pourquoi trop réfléchir par rapport à ça? Dès demain, tu bourrines, tu lances tes mails et dès la semaine prochaine, tu es capable de savoir si ça fonctionne ou pas, quoi. L'intérêt, c'est vu qu'il y a plein de buts qu'on veut lancer, on voudrait en choisir une première. La réflexion, il y en a pour 1 ou 2 heures de décider laquelle. C'est juste que le début de la discussion a eu lieu hier soir et que là on est le lendemain matin et qu'on n'a pas encore décidé si on attaquait Amazon Ads, formation, Google Ads. Par contre, tu nous connais, on va pas faire 1 mois d'études de marché pour passer à l'action. C'est juste que faudrait voir sur quoi on priorise. Est-ce qu'on part sur de la partie formation? Est-ce qu'on veut diversifier ou on veut rester focus? La décision n'a pas été prise. Par contre, l'avantage, c'est que là, on est mercredi. On peut très bien se dire que jeudi soir maximum, la décision est prise de quelle est l'action qu'on mène. Ce sera le cas. Non, de toute façon, si vous en avez parlé 1 heure hier, on en a parlé 20 minutes aujourd'hui, il vous reste 40 minutes. Donc demain, la décision est prise. Parfait. Non, mais en tout cas, c'est des sujets pas faciles. Et je suis un peu dans cette dynamique-là. Moi, je suis dans la dynamique inverse en ce moment où je suis sous l'eau parce que j'ai réussi à déléguer certaines parties, notamment la partie formation, la partie secrétariat, etc. Mais comme il y a plus de demandes, je pensais ne plus avoir de formation à donner moi-même de mon côté, mais je suis quand même obligé d'en prendre dans l'attente de trouver d'autres formateurs. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué sur ça. Et c'est vrai que quand on est un peu dans la production purement, on a l'impression que il faut recruter, qu'il faut déléguer, etc. Et là, vous êtes à l'extrême inverse de se dire bon maintenant que c'est fait, on fait quoi? Et aussi, mine de rien, vous avez eu la chance de très bien recruter. Enfin, je veux dire, ce qui fait que vous en êtes dans cette étape-là, c'est que vous avez recruté 3-4 personnes aujourd'hui et il y a pour l'instant aucun problème par rapport à ça. Ils font très bien leur travail sur ça. Alors que, admettons, si vous aviez fait un mauvais recrutement, vous auriez aussi passé du temps potentiellement à rechercher d'autres personnes, etc. Donc encore une fois, on tombe sur le côté bon problème pour finir sur ça, quoi. Oui, c'est sûr qu'on a bien recruté et on a des super équipes à ce niveau-là et
Et c'est vrai que, ouais, moi, voilà, on se répète un petit peu, hein. Mais après, c'est vrai que c'est sûr que, tu vois, après coup, en réfléchissant, je me dis, putain, c'est beaucoup mieux cette situation où t'es dans le rush, parce que en fait, du coup, t'as cette notion que tu dois prioriser, tu dois t'organiser, donc ta journée est remplie, et c'est beaucoup plus satisfaisant, je trouve, et tu résous les problèmes un à un. C'est vrai que je me dis, il y a ce côté un peu satisfaisant, et je comprends que peut-être certaines personnes n'aient pas envie d'optimiser ou déléguer leur business par peur de ce sentiment de vide et de se dire bon, punaise, si je délègue tout, en fait, je vais servir à quoi? Et je pense je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, je sais pas si c'est ton cas, qui ont un peu cette crainte de déléguer rapidement et d'avoir du temps en plus. Parce que il y a un moment, en fait, c'est la peur du vide, la peur de se C'est se sentir vivre aussi, hein, mine de rien, d'être dans le jus, c'est se sentir. Moi, les journées où je suis le plus satisfait, c'est quand je me dis ah ben j'en ai chié parce que j'ai formé pendant 7 heures aujourd'hui, j'ai dû me lever à 6 heures pour envoyer les devis avant et je dois faire ma com encore après. Mais là, tu dis oh je suis super utile, etc. Alors que simplement, je délègue juste ma formation de 7 heures. J'ai plus rien quasiment à faire de la journée, j'ai juste mes devis à envoyer. Et c'est aussi ça, accepter parfois aussi, pourquoi vous pourriez accepter de se dire, bah là, franchement, c'est une super situation, je vais en profiter pour faire un peu ma brain, pour aller lire, pour aller faire du sport. Vous êtes en train de retaper des apparts à l'heure actuelle, bah juste se dire, bah c'est la situation que je voulais aujourd'hui, et puis ça se passe bien aussi comme ça, C'est quoi. pas ce qu'on veut. En fait, on n'est pas du genre à se laisser porter par les choses, attendre que ça tombe tout seul. On a des concurrents qui peut-être se portent bien comme ça, mais nous, on veut avoir de la proaction, on veut lancer des choses, on veut pas attendre que ça nous tombe dessus. Donc, Oui, mais développer une boîte, c'est aussi un écosystème de vie. Là, aujourd'hui, c'est le côté de la boîte qui n'avance pas spécialement, mais c'est votre côté immobilier qui avance en ce moment. Et il y a aussi potentiellement le côté sport qui peut avancer un peu plus et ça s'inversera au bout d'un moment. C'est toujours cette question de se dire, il n'y a pas que la boîte qui doit avancer à tout prix quand on est entrepreneur. Aujourd'hui, encore une fois, si vous voulez en parler, on peut en parler ou pas. Mais ce côté où vous avez pris des apparts, vous êtes en train de les retaper, c'est de l'entrepreneuriat aussi. Et il faut accepter que c'est peut-être plus ce côté-là qui avance à l'heure actuelle que le côté de la boîte purement. et ça n'empêche pas. Hein. Après, oui, ça n'empêche pas. Après, moi, je vois vraiment l'investissement immobilier comme un moyen de faire fructifier un capital que tu génères grâce à une activité qui marche. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie que mon activité, elle marche encore plus. J'ai réglé beaucoup de soucis dans ma vie en optimisant, en créant des routines, en mettant en place des actions concrètes, en appliquant la loi de Pareto dans ma vie. 20% de tes actions amènent 80% de résultats. Mais il y a une chose que j'ai du mal, c'est à régler, c'est cette culpabilité que tu ressens en fait quand tu ne développes pas ta boîte, tu ne développes pas des projets qui vont permettre de faire croître en fait l'argent sur ton compte, qui va permettre de faire croître ton entreprise, ton chiffre d'affaires. Et ça, c'est une culpabilité qui est difficile à enlever, je trouve. C'est pour ça que je suis dans cette situation actuelle. Et juste me dire, ok, c'est ok d'avoir du temps et je fais plus de loisirs. Dans le fond, en fait, je pense que je préfère fantasmer ça plutôt que le vivre vraiment. Parce que la preuve, quand j'étais freelance, j'avais du temps et je n'utilisais pas du tout ce temps. Et je préfère l'idée de fantasmer, d'avoir du temps pour faire plein de loisirs et de me dire ah mais j'ai pas assez de temps pour faire ça parce que j'ai trop de boulot, plutôt que ça soit vraiment le cas. Parce que je le vois aujourd'hui, je le fais pas forcément. Et même quand je vais faire mes travaux et qu'on est en semaine, ça me fait culpabiliser un petit peu dans tous les cas. Oui, mais alors que c'est le côté immobilier, c'est ton entrepreneuriat immobilier qui rentre en jeu par rapport à ça aussi. C'est sûr. Et il y a du travail encore. Hein. De toute façon, j'ai 27 ans, il y a encore du travail à faire sur ça. C'est pas de l'entrepreneuriat immobilier, sinon tout est entrepreneuriat. Le fait de sortir de chez soi, le fait de vouloir avancer dans sa carrière, c'est l'entrepreneuriat. Sinon, ça fait trop fourre-tout. C'est des biais d'entrepreneur naturels de se dire que je veux toujours en faire plus. Après, il y a aussi une différence entre je veux être indépendant, je veux avoir la liberté financière et je veux créer l'entreprise. Nous, on a quitté la posture de je veux être indépendant à mon compte en mode je veux plus dépendre d'un patron. Enfin, ce qu'on dit souvent, ce que disent beaucoup de gens sur YouTube. Nous, on est parti sur on veut bâtir une vraie entreprise avec des équipes, avec des choses structurées. On veut structurer l'entreprise. Et c'est pour ça que sur les business units qu'on va lancer, on va pas les lancer en mode ça fait de la petite argent. On veut lancer une business unit pour qu'ensuite elle puisse être déléguée, qu'il y ait des opérationnels dessus et qu'un jour il y ait quelqu'un qui puisse piloter cette BU. Et c'est une question de posture en fait. Ouais. Après, c'est paradoxal. On veut créer des business hyper délégables qui nous maximisent le temps qu'on peut avoir, sauf qu'on déteste avoir du temps. Mais c'est des bons problèmes parce que le jour où on aura besoin de ce temps, tu parlais de la vie de famille, il y a plein de choses qui peuvent requérir qu'on ait besoin de plus de temps.
le jour où on en aura besoin, on pourra l'utiliser. Aujourd'hui, le temps qu'on a, moi, j'ai envie de l'utiliser à développer une boîte. Ouais, bâtir. Et peut-être l'utiliser par rapport à rencontrer du monde. Enfin, pas spécialement être dans des réseaux, mais vous contactez une dizaine, quinzaine, centaine de chefs d'entreprise qui sont passés de l'étape où vous en êtes à l'heure actuelle à l'étape de délégation, et etc. Et c'est peut-être ça aussi la vision. Partez quelque part, partez rencontrer un max de monde, récolter de la data par rapport à ça pour prendre les meilleures décisions aussi. Ah, j'avais une question pour vous, les gars. Est-ce que vous êtes épanouis? Est-ce que vous aimez vraiment ce que vous faites au quotidien? Non. Pas du tout. Non, si. J'aime plus l'image que ça en dégage, mine de rien, que le fait de le faire purement. Après, ça dépend quelles actions. Mais ce qui m'apporte le plus à l'heure actuelle, c'est surtout la reconnaissance sociale. Ouais. Moi, je l'ai toujours su. C'est ce côté. J'aime bien quand une personne va dire que le travail est bien fait, qu'ils ont passé un bon moment à faire telle chose ou telle chose. Et c'est pour ça que j'adore organiser des événements. Par exemple, si j'organise des événements aujourd'hui, il y a le côté business purement, mais aussi le côté apporter de la valeur purement, mais aussi, mine de rien, au fond de moi, quand je fais mon introspection, c'est le côté d'être le gars qui a organisé ça avec certaines personnes, que les gens ont passé un bon moment, etc. Et ça, objectivement, c'est le côté que j'aime bien dans mon activité. Mais il y a aussi le côté c'est trop facile de râler sur certaines choses en disant, comme hier, j'ai passé une journée où tu es au téléphone toute la journée, t'enchaînes, formation, etc. Tu râles, etc. Mais par contre, à la fin de la journée, tu as quand même ce côté fierté. Donc là, ce que j'aime, c'est plutôt quand il est 19h30 que je ferme l'ordi, plutôt que le côté purement de l'action derrière. Et ça va dépendre des jours aussi et du mood. Donc la finalité de tout ça, j'adore mon activité, mais ce que j'aime le plus, c'est ce côté reconnaissance sociale. Et tout ce que je n'aime pas sert quand même cet objectif de reconnaissance sociale, donc qui crée une bulle intéressante. Ouais, mais du coup, ça veut dire que, tu délégueras jamais ton activité. T'auras plus de fierté. Enfin, tu seras plus épanoui si tu fais pas ton 7h, 19h finalement. En fait, t'es condamné en fait à ne jamais déléguer ce que tu fais finalement. Dans ce que je comprends. Ou le déléguer, mais après il y a les autres problématiques qui vont arriver, etc. Mais c'est sûr que on en parlait juste avant, mais ce sentiment de culpabilité de ne rien faire, c'est vrai que il me pèse plus que le côté, il me rend pas heureux en fait ce sentiment de culpabilité. Alors qu'une journée comme hier où j'ai énormément taffé et que j'ai ce côté, oui, je suis dans le rush, ça me saoule, etc. Bah mine de rien, c'est peut-être ce que j'aime le plus à l'heure actuelle parce que je sais que ça va servir mon objectif encore une fois de reconnaissance sociale, etc. C'est comme écrire des posts LinkedIn. J'en prends énormément de plaisir, mais parfois t'as un peu ce côté bien sûr qui rentre en jeu de c'est la contrainte, ça fait un bail que j'ai pas posté, il faut que je parte sur une thématique, il faut que j'ai des sujets en stock et un peu ce côté où t'es en bout de course de ta journée. Mais par contre, le plaisir de l'avoir posté et de voir que le lendemain ça a impacté certaines personnes, tu as reçu des messages, etc. C'est ça qui rend un peu plus heureux, quoi. Donc, objectivement, j'aime ce que je fais. Il y a des parties que j'aime de moins en moins. Et celle que j'aime de moins en moins, c'est le côté appeler et repartir de zéro sur chaque appel, etc. Ça, par contre, clairement, ça prouve qu'il faut le déléguer au bout d'un moment. Mais le côté organisation d'événements, etc., ça reste quand même une partie que j'adore de mon activité. Et avant de vous donner la parole sur ça et à William, ne serait-ce que quand j'organise un événement, j'en ai organisé un jeudi dernier, pendant toute la journée, j'avais quand même cette réflexion de me dire pourquoi je m'emmerde à créer cet événement? Je ferais mieux ce soir d'être sur mon canapé, à regarder ma série. Pourquoi je le fais purement? Pourquoi je me suis engagé dans ça? Pourquoi je me mets de la pression sur ça alors que finalement je pourrais pas le faire? Par contre, quand il est 22h30 et que tu te poses dans ton lit, que tu dis waouh, ça a été quand même trop bien, etc. Le bonheur, il est là clairement, quoi. Et c'est là où ça met du sens. Je sais pas ce que tu en penses de ton côté. J'ai pas le même levier de motivation. C'est vrai que moi, la satisfaction que j'ai, ce qui fait que les choses me plaisent au quotidien, c'est quand même mieux. C'est le fait de construire une entreprise qui fonctionne. Moi, ce que j'aspire, c'est faire une boîte qui fonctionne. Je suis très capitaliste dans ma manière de penser. Une entreprise qui fait pas d'argent, ce que j'appelle une association, ou une entreprise en lancement, t'es pas une entreprise tant que tu ne génères pas de profit globalement. Sinon, voilà, ou alors t'es subventionné, enfin peu importe. Moi, ce que j'adore, c'est de voir que le plan qu'on a construit d'un point de vue financier, on l'exécute. Qu'on a un compte de résultat avec un résultat positif chaque mois, qu'on est en train de bâtir des projets. C'est ce côté bâtisseur, c'est ce côté je construis quelque chose. C'est ça qui me plaît. À titre plus perso, je construis aussi un revenu qui monte dans ma holding, qui va permettre de faire de l'immobilier. Toute cette chose, c'est ce côté construction de quelque chose qui fonctionne.
si je m'éclatais au quotidien à faire des actions opérationnelles qui n'amenaient pas de résultats de côté de rentabilité, je pense que clairement l'activité ne me plairait pas. Aujourd'hui, on fait du Google Ads parce que Google Ads, on s'est concentré sur ça. Ça me plaît parce que Google Ads, cette activité en elle-même, on peut objectiver, ça marche, ça ne marche pas, c'est rentable, pas rentable. Si on avait fait du design, ça me sortirait par les yeux. Parce que le design, on peut pas dire si le design marche ou pas. Il y a d'autres paramètres, il y a un côté créatif. L'avantage de Google Ads, Meta Ads, et ça pourrait être Pinterest Ads, Amazon Ads, c'est une niche qu'on a pris, on en a pris un parti pris. On s'est formé dessus et on fait des choses qui fonctionnent pour nos clients. Ce qui est aussi un côté bâtard, c'est que on ne vend que des machines d'acquisition à nos clients. Là où il y a des clients qui veulent juste dépenser leur budget. Et ça, on n'est pas excellent pour vendre ça. On parlait par exemple des métropoles des grandes villes. Eux, quand ils font appel à une agence, ils ont 1 million de budget, il faut cramer le budget, même si c'est pour les balancer sur des mauvais canaux, c'est l'attendu qu'ils ont vis-à-vis de leur agence. Et on sait pas adresser ces clients parce qu'on a ce côté très héroïste. Donc d'un point de vue épanouissement, moi j'aime bien notre activité parce que ça fonctionne bien. En ce moment, c'est plus challengeant parce que la courbe de croissance linéaire, elle est un peu moins linéaire en ce moment. On a redescendu. On a des potentiels ventes qui devraient arriver, mais on peut avoir encore du churn parce que l'été ne fait que commencer. Moi, c'est le fait de faire l'entreprise qui marche qui me plaît en fait. Si elle marchait pas, ça me plairait pas. Même si les actions du quotidien m'allaient bien. Et aujourd'hui, est-ce que tu es épanoui? Enfin, je veux dire, finalement, non. Je l'étais plus il y a début mai quand on était dans nos objets. Depuis qu'on est moins dans nos objets, on n'est pas à l'objet, je suis moins épanoui, je prends moins de plaisir. Mais justement, le défi, c'est une fois qu'on aura retrouvé la tendance haussière, là, je serai de nouveau sur l'adrénaline, sur le feu, je m'éclaterai à fond. Là, on est sur une période un peu plus compliquée parce qu'on a plus ce côté croissance. La bonne nouvelle, c'est que l'activité va bien. Je suis pas stressé le soir non plus en allant dormir en me disant punaise comment je vais payer les salaires parce qu'on a une bonne structure de marge. C'était notre marge d'erreur qu'on s'est créée pour faire face à cette situation. La situation arrive, on l'a anticipé, ça se passe bien. Donc d'une certaine manière, j'ai aussi une satisfaction parce qu'on a bien huilé la machine au début. On a construit une structure qui est capable de résister à un MRR qui est on a perdu peut-être 25-30% de MRR, peut-être pas autant quand même, mais on a perdu au moins 20% du MRR et ça on est même pas un genou à terre quoi. On est un peu il y a un impact motivationnel mais c'est pas terminé quoi. Mais du coup, par rapport à ça, et après on aura le retour d'Alexis, mais autant ton objectif, c'est un objectif de construction. Donc il sera jamais fini cet objectif, clairement, parce que quand tu atteindras un stade, tu voudras construire plus. Ouais. Est-ce que tu as déjà atteint ce quota où finalement tu es en plénitude en te disant là, je suis vraiment bien? Parce que autant de mon côté, j'ai un objectif de reconnaissance sociale, j'ai directement le retour de quelque chose que je vais créer et la reconnaissance sociale qui peut être attitrée. Un événement, tu as la reconnaissance sociale directe et c'est ça qui te remplit de plénitude et tu te couches le soir et tu te dis je suis bien, je suis très bien. Autant l'objectif de construction, même quand tu as atteint finalement ton objectif, est-ce que tu as déjà ressenti ce truc de te dire je suis bien là? Quand on avait pris de l'avance sur les objectifs. Donc quand tu es en avance, c'est OK. Quand on avait prévu dans l'hypothèse, quand on a dépassé l'hypothèse optimiste, ou même quand on a l'hypothèse moyenne et on est au-dessus, je me dis là on est performant, là on est aux objets, on est même au-delà des objets. Et là en termes d'alignement, tu te sens pousser des ailes, tu te sens super bien et ça te pousse à vouloir t'investir, à faire grossir les équipes, faire ce qu'on a fait. Et en fait, l'entrepreneuriat c'est fait de phases où tu te sens voler, tout va bien, tout est super bien, et ces phases de down. Ce qui est génial, c'est que les phases de down, elles sont pas si pourries que ça pour nous en ce moment. Je veux dire, on est dans une phase de down et c'est pas si pourri que ça. Hein, je veux dire, en ce moment. Oui, il y a pire. On est moyennement à nerfs, au bout des nerfs là en ce moment. Mais et du coup, Alexis, c'est quoi un peu ta vision? Déjà, c'est vrai qu'il y a cette réalité de l'entrepreneuriat qu'on subit un peu de plein fouet. C'est ce côté, en fait, t'auras forcément des bas. T'es entrepreneur, tu vas être dans l'euphorie quand ça va bien marcher. Et c'est quand il y a ces bas qu'il faut persister, se lever le matin même si c'est un peu moins bien, de se dire je vais quand même y aller, je vais me défoncer. Il y a ce côté un peu persévérance quand ça va un peu moins bien. Donc ça faut l'avoir en tête. Moi, tu m'aurais posé la question il y a quelques années, je t'aurais dit que ce qui m'épanouit le plus, c'est ce sentiment de liberté que procure l'entrepreneuriat. Sauf que en fait, j'ai réussi à craquer le truc en ayant énormément de temps à côté de mon activité. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas profité de ce temps, en fait, et que la liberté, elle avait un sens, mais peut-être plus tant que ça aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai décidé de m'associer également.
Et aujourd'hui, je pense que mon épanouissement est un peu plus centré sur la partie apporter de la valeur. Moi, j'ai énormément de satisfaction quand je vois des clients qui sont contents, quand je vois que ça marche, que les choses marchent, fonctionnent. J'en tire énormément de satisfaction. Et là où j'ai encore plus de satisfaction, c'est l'idée aussi d'optimiser en fait une structure pour qu'elle marche le mieux possible. Et en fait, j'ai un peu aujourd'hui, ce qui se passe, là, ce sentiment un peu de vide, c'est un peu le retour, en fait, de toutes ces actions d'optimisation, que j'ai mis en place et qu'on a mis en place ces derniers temps. C'est un peu le retour du bâton. Finalement, je récolte aujourd'hui pleinement les fruits de mon travail, ces derniers mois. Mais j'en suis pas forcément content. Donc, c'est vrai que, voilà, je pense qu'il y a plusieurs leviers. J'aime bien l'idée aussi que les choses progressent. C'est vrai que c'est hyper satisfaisant quand on voit nos courbes et qu'on voit qu'on est dans le vert. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu progression aussi qui est super satisfaisant. C'est la valeur qu'on apporte finalement. Donc il y a plusieurs éléments, moi que je dirais. Après, on en a pas parlé, mais il y a ce côté aussi aventure à plusieurs. Ce que je fais aujourd'hui, je suis pas sûr que j'aurais été aussi motivé de le faire tout seul. Je pense que je serais resté freelance, j'aurais fait mon 15K et c'était très bien. Et il y a ce côté aussi, on se met un peu dans la merde à deux, on va recruter des gens. Et il y a ce côté aventure à plusieurs, comme l'aventure qu'on est en train de vivre aussi également en ce moment. C'est hyper stimulant, épanouissement de se dire que, ok, ce matin je me lève et on va tourner un podcast entre nous. On est 3 potes, c'est nos discussions qu'on a au quotidien. On décide de les faire devant une caméra. Il y a ce côté aussi aventure à plusieurs. Pour moi, je dois rien à personne et je ne dépends de personne pour subsister. Et il y a ce côté un peu individualiste que je remets un peu en question en ce moment en me disant, bon, finalement, la vraie beauté aussi de l'entrepreneuriat, c'est le fait de le partager également à plusieurs, d'aller ensemble atteindre des objectifs et d'avoir du résultat. Et c'est vrai que j'avais sous-estimé cette partie-là. Et aujourd'hui, quand je vois un peu notre progression, ce qu'on est arrivé à faire, ce qu'on est en train de faire aussi aujourd'hui, et ça fait maintenant plusieurs années qu'on se connaît. Bon, je sais plus combien d'années, mais ça doit faire 5-6 ans. 6 ans. Je me dis, on est toujours tous les trois ensemble, à suivre un peu les mêmes chemins. Et il y a ce côté un peu satisfaisant de se dire que, tout seul, il y a 6 ans, en fait, je pense que j'en serais pas là. Non, mais clairement. Donc, je tire aussi la satisfaction d'être bien entouré aussi en ce moment. Et j'ai beaucoup de gratitude envers ça. Et c'est pour ça qu'on parlait de réseau tout à l'heure. Ça résonne de plus en plus en moi ces derniers temps, de se dire, j'ai peut-être un peu plus envie d'aller rencontrer plus de monde, des gens inspirants, d'aller serrer, comme tu dis, des mains. Et c'est un peu mon centre d'épanouissement. Mais je pense que là, on répond en mode basique, mais ça dépend aussi. Il y a 6 mois, je t'aurais répondu quelque chose de complètement différent. Il y a une phase de cycle. Mais c'est ça qui est intéressant aussi dans le podcast qu'on va tenir durant l'année, c'est d'avoir un peu nos phases de cycle à l'heure actuelle. Et là, on est un cycle sur ça. Mais une des situations qui m'a rendu le plus heureux sur ces dernières semaines, par exemple, c'est quand on est parti à Beaune, par exemple, où tu travailles le matin et ensuite tu vas profiter un peu l'après-midi, etc. Mais je veux dire, on a quand même la chance de vivre des choses comme ça dans notre activité. Et on se plaint parce que on a tellement peu de problèmes, finalement, de gros problèmes dans notre activité à l'heure actuelle, qu'on essaye d'en trouver aussi, mine de rien. Bien sûr, il y a cette problématique d'aller toujours plus haut, toujours plus fort, etc. Mais aussi, il faut s'asseoir et se dire, franchement, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est quand même ultra cool, quoi. Ah, mais c'est sûr. Et c'est vrai que moi, j'ai tiré plus de satisfaction le fait de partager des moments ensemble où on peut se permettre de partir à Beaune, par exemple, que du temps que j'étais freelance où j'avais du temps, mais finalement, j'étais tout seul pour en profiter. J'avais ma compagne, mais c'est vrai que t'as envie de partager plus de choses avec plus de gens. Quand t'as du temps, parce que du temps tout seul, ça vaut pas grand chose finalement. Donc je me rends compte de ça de plus en plus en ce moment. Et c'est vrai que ouais, ça te laisse plus de temps après pour ta vie de famille, pour ton couple. Et ça c'est génial. Mais il y a ce côté aussi de co-création avec des personnes qui pensent comme toi. Et c'est ça là aussi la beauté de l'entrepreneuriat, c'est de rencontrer des gens qui vont te tirer vers le haut, de partager. Voilà, c'est un peu la sensibilité du moment de mon côté, quoi. Donc, si je résume un petit peu, toi, c'est le côté valeur, co-création. William, c'est le côté construction purement de la valeur, mine de rien aussi, mais le côté construction de choses grosses. Je sais que toi, ton objectif final, c'est quoi? C'est d'avoir un château où tu vas pouvoir bosser dans ton château? Non, mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est, j'aimerais bien construire un groupe avec plusieurs entreprises qui soient connectées. Je m'étais dit à un moment, peut-être sur des sujets plus industrie, il y a plein de choses à faire, il y a plein de digitalisation à faire. Quand tu vois que tu as des sous-traitants d'Alstom sur de la production de pièces détachées qui font encore leur comptabilité de stockage sur du papier,
tu te dis, mais eux, en termes de recrutement, ils doivent encore recevoir des CV par voie postale. Enfin, t'as plein d'endroits sur lesquels on peut réinventer des industries. Et le fait de faire grossir toute une grosse entreprise, ça me plairait beaucoup. Ça me plairait beaucoup. Et en rachetant, du coup? En rachetant, je pense que la croissance organique d'une entreprise, racheter, ça doit être un élément d'accélération. C'est pas une stratégie de construction. Il faut avoir une entreprise qui par elle-même puisse grossir par elle-même de manière organique, avec des sales en interne, avec des équipes RH en interne, avec tout ce qui va bien en interne. Et je pense que le côté acquisition externe doit être un bonus. C'est la cerise sur le gâteau ou c'est pour éliminer les concurrents. Mais ça, c'est beaucoup trop tôt pour que je puisse en parler. On est dans un marché avec très peu de barrières à l'entrée dans le digital, donc ça serait pour accélérer la croissance. Mais toute l'énergie que j'ai mis pour l'instant à m'y intéresser, cette énergie aurait été bien mieux investie sur le fait d'aller faire de l'acquisition. Donc on en revient un peu au même sujet, le sujet de faire rentrer du client, faire rentrer de la lead. Et je rebondis sur un sujet que tu disais juste avant, tu parlais d'optimisation comme ton levier de motivation. Je vais être volontairement provocant parce que c'est l'occasion. Finalement, dans l'activité, tu as beaucoup optimisé la partie delivery client. En soi, on peut dire que tu as poussé l'optimisation sur la partie facturation parce que tu m'as poussé à ne plus faire les choses de manière manuelle et à l'automatiser. Tu l'as pas fait directement, mais tu m'as encouragé à le faire et tu m'as donné la possibilité de le faire en externalisant avec Laura. Donc il y a plein de pans sur nos business units sur nos activités qui ont été optimisées. Là où tu as peut-être moins mis d'optimisation, c'est sur la partie lead gen. C'est moi qui m'en occupe aujourd'hui sur notre partie génération de leads en interne. Peut-être que avoir ton point de vue extérieur et te dire OK, on fait une photo de toutes les opportunités et optimiser la génération de leads, c'est peut-être ton prochain sujet d'optimisation sur lequel il faut y aller. Parce que moi, je suis pas mal bon pour lancer la version la V0 de quelque chose. Toi, t'aimes bien passer de la V0 à V1, puis V2, puis V3. Il suffit de voir, on a un book de notre processus de notre méthodologie de gestion en interne, et on en doit en être à la V14, un truc comme ça. Et à chaque fois, c'est optimisé. Il y a du chat GPT de partout, c'est bien à jour. On n'a rien sur la partie génération de prospects. Aujourd'hui, c'est notre priorité numéro 1. On est capable de les appeler, on est capable de les closer, mais on manque de leads, on a une tuyauterie super bien mise en place, mais on manque d'eau dedans, et il faut qu'on amène de l'eau, quoi. Donc c'est peut-être ton prochain sujet d'optimisation à bosser. Exactement, et c'est vrai que pour le coup, on n'a pas vraiment craqué l'acquisition à part sur la partie call mailing. On se reposait beaucoup dessus, et aujourd'hui on voit que c'est un peu moins bien performant. Donc il y a ce sujet-là, c'est sûr à aller creuser. Bon, ce sera sûrement le nouveau levier par là. Il y a trop d'agences qu'on n'est pas encore allé titiller, parce que il y a notre agence, mais on cherche LinkedIn, il y en a peut-être 50, 60, si c'est pas 100 en France, qui sont à peu près de notre taille. Alors il y a plein d'indeps, où ils ont au moins 3 salariés, on va dire. Ça écrème, mais qui sont spécialisés sur des thématiques. Allez, on imagine une centaine. Ça veut dire qu'on a 100 clients qu'on doit réussir à dégager parce que on les audite les comptes des concurrents. Alors c'est souvent des plus grosses boîtes. On voit le niveau dans les ads. Il y a pas mal d'agences qui ont un bon niveau, mais il y en a beaucoup, c'est un niveau éclaté. Limite, ils écrivent AdWords dans leur process, quoi. Donc il y a des actions qu'on n'a pas menées et c'est pour ça que je pense qu'il y a encore des choses à tirer sur Google et Facebook Ads. Mais comme tu dis, il faut qu'on craque l'acquisition. On l'a partiellement craqué parce qu'on est infiniment plus compétent que certaines agences et certains indépendants. Mais il y en a qui ont encore des standards au-dessus et on se doit de remonter les standards pour arriver à ce niveau-là. Sinon c'est pas la peine. Mais c'est pour ça, encore une fois, aller rencontrer du monde qui, pour moi, a craqué ce niveau supplémentaire et d'être dans cette dynamique-là de se confronter à un monde peut-être même industriel de différents secteurs. Peut-être que vous pouvez vous servir du prétexte, par exemple, du podcast pour rencontrer un maximum de monde, quoi. Rencontrer des dirigeants, des dirigeantes, aller les interviewer. On disait, par exemple, à terme, on aimerait bien inviter quelqu'un comme Jean-Michel Aulas sur notre podcast qui viendra nous raconter un petit peu certaines choses aussi par rapport à son développement de boîte. Peut-être que ne serait-ce qu'une réflexion comme ça va éclaircir un maximum de choses de votre côté et rien qu'une discussion peut apporter plein de choses. Parce que je pense que beaucoup de gens sont passés sur cette thématique-là. Et c'est vrai que nous, on discute beaucoup entre nous 3, même nous 4 quand il y a d'autres personnes, etc. Mais on reste enfermé dans notre monde actuel et notre pôle de connaissances actuelles et s'ouvrir auprès de nouvelles personnes qui vont te dire, bah là, concrètement, moi, ma boîte, j'avais la même problématique, voici ce que j'ai mis en place, mais avoir 100, 200 avis sur ce biais-là, c'est peut-être ça, finalement, l'étape dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Surtout l'été où, franchement, au niveau commercial, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Ah, c'est la croissance de septembre qu'on bosse, là, en ce moment. C'est ça. C'est marrant parce que du coup, ça me fait penser à des gens très opérationnels qui sont sur Lyon, qui sont accessibles, qui sont, j'allais dire, nos concurrents directs, mais en fait, on est des petits joueurs à côté d'eux. Et qui, je pense, pourrait avoir ce positionnement de
j'ai monté mon agence, on est une cinquantaine, et je vais aider on est un peu leur poulain finalement d'une certaine manière. Et je suis sûr que si on les leur demandait, ils pourraient venir. J'avais déjà lancé un podcast où j'avais contacté des head of sales et ils répondaient de fou quoi. Donc je pense que ça peut être pertinent. Non mais en tout cas c'est ça. Prochain podcast, c'est un peu l'ADN de ce qu'on essaye de lancer finalement, d'avoir vraiment des étapes clés de l'entrepreneuriat. Et le premier podcast, le deuxième on parlait de ça, le troisième on va parler de ça, etc. Et l'objectif c'est vraiment d'avancer pas à pas en ce sens. Donc n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire ce que vous voulez comme sujet de podcast et on pourra inviter aussi un maximum de personnes qui seront capables de pouvoir nous aiguiller sur tout ça. Mais en tout cas merci pour cette nouvelle discussion. Merci à vous.